Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Il a fait particulièrement doux durant les fêtes de Noël et du Nouvel An. Pouvons-nous attribuer cela au changement climatique ? C'est sûr que cela prend encore des études pour en être tout à fait sûr, mais depuis 20 ans, des experts observent des liens entre le réchauffement de notre planète et la multiplication des événements météo dévastateurs. Ces scientifiques trouvent beaucoup de corrélations entre climat et météo extrêmes, de la canicule mortelle en Europe en 2003 aux récentes inondations et vagues de chaleur en Colombie-Britannique en 2021. Il s'agit de la science de l'attribution, une discipline récente, encore peu visible dans les médias. Elle est tout de même de plus en plus importante du côté de la recherche, comme on a pu voir lors de la dernière conférence des parties sur le climat, la COP27, surtout pour soutenir d'éventuelles compensations aux pays qui vivent des conséquences de ces événements extrêmes. Qu'est-ce que la science de l'attribution ? Nous vous en parlons tout de suite. Restez là. À Je vote pour la science, cette semaine, nous vous parlons de la science de l'attribution, qui est une discipline visant à démontrer que les impacts du climat sur la météo sont déjà quantifiables et donc il faut agir au plus vite. J'en parle aujourd'hui avec Nathan Guillette, chercheur au Centre canadien de la modélisation et de l'analyse climatique à Environnement et Changement climatique Canada. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Jean-Pierre Blanchet, qui est directeur du Centre ESSER pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale et professeur au département de sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Donc, les vagues de chaleur européennes, nord-américaines de 2014, les incendies extrêmes d'avril 2021 à Cape Town en Afrique du Sud ou les inondations au Nevada et en Californie de la même année se seraient produits en raison des changements climatiques causés par l'humain. Des études et des rapports se multiplient pour établir des liens entre la majorité des catastrophes météorologiques de la dernière décennie et le réchauffement climatique. Comment les changements climatiques affectent les événements extrêmes autour de la planète ? Peut-être, professeur Blanchet ? Oui, effectivement. Moi, je comparerais la météo et le climat comme la santé humaine. Mm-hmm. Donc, quand on a un rhume ou une fois par saison ou occasionnellement, c'est pas un manque de santé. Mais si on a un rhume qui se répète à tous les mois ou régulièrement, la santé est affectée. C'est comme le climat. Donc, le climat, la météorologie a des événements extrêmes naturellement, mais quand ces événements extrêmes se répètent plus fréquemment et deviennent plus intenses. Alors là, on a une question de santé planétaire. Alors, vous voyez. Donc, effectivement, il y a un lien, mais c'est un lien d'amplitude et c'est surtout au travers la variabilité du climat que ça joue. Professeur Guillette, ces liens entre les catastrophes météo extrêmes et le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de rapports. Oui, c'est vrai. Oui, alors on peut étudier les tendances dans les extrêmes. On a voir qu'il y a plus des extrêmes de chaleur, par exemple, plus des précipitations, de la pluie extrême. Et ces tendances sont causées par les activités humaines, les changements climatiques. On peut étudier les événements individuels aussi pour essayer de répondre à la question est-ce qu'un événement est plus probable à cause des changements climatiques. Et dans plusieurs cas, en particulier pour les vagues de chaleur, oui, les probabilités sont augmentées par les changements climatiques. Oui, tout à fait. Comment mesure-t-on le rôle, justement, des changements climatiques dans un événement météo de grande ampleur? Là, on parle donc d'inondations ou de vagues de canicule, mais isolé. Quand on en a un, comment on fait? Peut-être, Monsieur Blanchette?
Oui, c'est difficile à dire parce que c'est un événement qu'on peut prendre comme isolé. Mais effectivement, c'est une signature. Je référais, par exemple, à une enquête où on doit identifier une empreinte digitale. Alors, s'il y a un certain nombre de points qui concordent, on est de plus en plus certain que de l'origine ou du coupable. Mhm. Dans ce cas-ci, si on a juste un événement, c'est pas identifié avec certitude, mais l'accumulation d'événements qui peuvent être très différents. Ça peut être une sécheresse à un endroit, une inondation à un autre endroit, des extrêmes de température, mais quand la signature digitale ou la signature Oui, l'empreinte. l'empreinte, exactement le mot que je cherchais, s'avère exacte, à ce moment-là, on est de plus en plus certain. Et c'est ce qu'on réalise maintenant avec les rapports du GIEC et puis les observations au travers de la planète. Mais un seul événement, c'est difficile de dire. Il faut vraiment le prendre en contexte dans l'ensemble. Oui, Monsieur Guillet, comment on peut trouver donc hors de tout doute que cet événement climatique n'aurait pas pu avoir lieu en l'absence de réchauffement climatique? Alors, en général, c'est difficile à dire, mais il y a quelques événements. Par exemple, la vague de chaleur qui a eu lieu en Colombie-Britannique en 2021. Alors, on a fait une étude concernant cet événement. C'était une vague de chaleur très extrême. Même dans le climat actuel, c'est encore très, très rare. On a observé presque 50 degrés en Colombie-Britannique. Et oui, c'était, je pense, 4 ou 5 degrés plus chaud que le record précédent. Alors, c'était une vague de chaleur très extrême. Ça a tué plus que 600 personnes. Alors, oui, c'était un événement très extrême. Ça a impacté Colombie-Britannique et aussi l'Alberta. Oui. Mais, oui. Oui, et donc cet événement-là, vous avez pu le lier au climat, au changement climatique, évidemment. Oui, alors, oui, cet événement-là, comme j'ai expliqué, serait presque impossible. Alors, et on est arrivé à cette conclusion par une comparaison entre les simulations avec l'influence humaine et avec les simulations sans influence humaine. Et oui, ça serait presque impossible sans l'influence humaine. Oui, merci. Comment définir ou expliquer ce que c'est la science de l'attribution? Alors, si je le comprends bien, c'est une science probabiliste qui est basée sur les statistiques, mais comment on explique ça de manière plus claire, Monsieur Blanchet? Bien, effectivement, quand les statistiques permettent de regarder, par exemple, les extrêmes, la forme de la courbe statistique nous révèle le comportement de l'atmosphère dans une certaine mesure. C'est une forme de cloche. Hein. Quand on la déplace même de 1 degré Celsius, un événement qui va se produire à 3 ou 4 % de probabilité va facilement passer à 30 ou plus %. Et donc, c'est vraiment la façon dont les probabilités vont accélérer, qui n'est pas linéaire. L'humain a tendance à penser de façon très linéaire. Mm-hmm. Il va faire demain ce qu'il fait aujourd'hui, oui. Et on fait une projection future assez simpliste, un peu linéaire, alors que l'atmosphère est hautement non linéaire. Donc, les réponses sont beaucoup plus fortes qu'anticipées. Les statistiques nous permettent de dégager ces événements-là et de mieux les mettre en évidence. Monsieur Guillet, comment vous expliqueriez donc la science de l'attribution? Comment vous l'expliquez, vous, à votre famille? Oui, alors, c'est une comparaison. Alors, l'attribution des événements, c'est une comparaison de la probabilité d'un événement dans le climat actuel avec la probabilité dans le climat sans influence humaine. Alors, pour donner un autre exemple, c'est un peu comme dans le médecin, si on fume, on augmente la probabilité d'un cancer, par exemple. Mm-hmm. Et c'est la même chose avec les changements climatiques. Alors, les extrêmes
se produit même sans les changements climatiques, mais les probabilités, la risque d'un événement et de plusieurs événements est plus grand à cause des changements climatiques. Oui, c'est un bon exemple. Professeur Blanchet, comment a émergé cette discipline qui est relativement nouvelle, j'ai l'impression? Oui, effectivement. Mon secteur est beaucoup plus du côté de la physique de l'atmosphère, comprendre les mécanismes. Une fois qu'on a une bonne appréciation des mécanismes, on se demande quelle est leur probabilité d'occurrence des événements. Et c'est là où le lien avec la statistique nous permet de dégager les résultats qu'on a anticipés au travers les études, disons, de processus atmosphériques. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que les chercheurs... Oui, M. Guillet? Oui, je peux essayer de répondre. Je pense que la première étude a été publiée en 2004 et c'était une étude concernant la vague de chaleur en Europe en 2003, je pense. Alors, et c'était publié par des chercheurs en Angleterre. Parce que j'ai travaillé avec ces chercheurs en cette époque-là. Et oui, c'était la première étude. Alors, il y a beaucoup plus des études étaient publiées dans les dernières 5 années, par exemple, mais ça a émergé, ça a commencé, il y a 20 années. Il y a près de 20 ans. Qu'est-ce qui les a mis, ces chercheurs, sur la piste, finalement, pour lier les événements météorologiques extrêmes au climat? Monsieur Guillet, quelle a été vraiment l'étincelle, finalement, qui les a menés sur cette piste-là? Alors, dans la science d'attribution, on a commencé avec la température moyenne dans le monde, et dans les années 90, les gens ont publié des études concernant l'attribution de la température moyenne dans le monde. Et alors les changements climatiques, le réchauffement devient encore plus en plus fort, et les gens ont se demandé si ça a déjà une influence sur la probabilité des événements comme les extrêmes de chaleur. Et cet événement en 2003, c'était un événement très important. Ça a tué plusieurs de gens en Europe. Et oui, les gens, ils ont les outils pour l'étudier, les simulations climatiques, et oui, je pense qu'ils ont essayé de commencer à répondre à cette question. Oui, c'était une bonne piste finalement, cette vague de chaleur extrême par rapport à l'augmentation finalement de la température tout autour de la planète, parce qu'on en parlait déjà, on a commencé à en parler déjà dans les années 90, mais au début 2000, ça s'est vraiment plus avéré, si je comprends bien. Qu'est-ce qui distingue la météo du climat, qui est une échelle temporaire à court terme, à l'échelle et versus le long terme pour finalement le climat, et l'échelle spatiale peut-être, est-ce que c'est ça qui diffère la météo du climat vraiment, Monsieur Blanchette? Rappelez-nous un petit peu, pour qu'on comprenne et faire bien la distinction entre les deux. Effectivement, on est beaucoup influencé au jour le jour, et la météorologie, c'est ce qu'on voit à court terme. Le climat, c'est la répétition d'événements météorologiques à long terme. Je mentionnais tout à l'heure la question de santé, c'est tout à fait analogue. Quand on a des événements d'occurrence, par exemple, de précipitations extrêmes, on observe, par exemple, en été, de plus en plus des précipitations qui ressemblent aux précipitations tropicales chez nous, au Québec, au Canada, en Colombie-Britannique, avec les rivières atmosphériques. Et ça, c'est des événements qui se dégagent, se démarquent et deviennent d'ordre climatique parce que leur occurrence est prédominante. Un climat, normalement, c'est une période de 30 ans, alors que la météorologie s'intéresse plutôt à des périodes de l'ordre d'une semaine, peut-être, 10 jours.
Oui, on est plus familier avec la météo que vraiment les conceptions à long terme du climat. Et la météorologie et la climatologie, bien que proches parentes, s'avèrent vraiment deux branches distinctes, si je le comprends bien. En fait, quand on fait des prévisions météorologiques, on fait une simulation de l'atmosphère. Mm-hmm. On peut prendre le même modèle de prévision météorologique et le poursuivre dans le temps et en faire un modèle climatique. On ne fait pas une prévision à long terme des événements particuliers, mais on fait une prévision du comportement de l'atmosphère à long terme. Alors, c'est surtout ça qui distingue. Donc, on va devoir faire des ensembles de simulations pour obtenir des statistiques qui sont robustes. Mm-hmm. Et le modèle se comporte bien comme l'atmosphère. C'est ce qu'on essaie de vérifier. Mais c'est pas une prévision un à un unique. Oui. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est plus hasardeux de vouloir faire des ponts entre les événements de l'une et de l'autre, n'est-ce pas? Pas vraiment. C'est-à-dire qu'il faut le voir en termes de probabilité d'occurrence. Donc, on peut plutôt estimer la fréquence des événements extrêmes plutôt qu'un événement particulier à un mois donné. Donc, c'est ça la distinction entre le climat et la météo. Oui, merci beaucoup. Monsieur Guillet, parlez-nous donc peut-être de comment vous avez attribué ces inondations et cette vague de chaleur en Colombie-Britannique en 2021 au climat. Comment vous avez réussi à faire les bonnes probabilités, les bonnes simulations? Oui, alors pour l'exemple de la vague de chaleur, alors j'ai collaboré avec des collègues et on a comparé les simulations avec l'influence humaine avec les autres simulations sans influence humaine. Et comme le professeur Blanchet a expliqué, on compare les probabilités d'un événement comme la vague de chaleur observée dans les deux ensembles de simulations. Et oui, c'est comme ça qu'on arrive à une réponse à la question. Oui. Oui, l'influence humaine, c'est quoi? Quel facteur que vous mettez dans votre équation ou votre simulation? Oui, alors, premièrement, c'est les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone. Mais pas seulement, les aérosols influencent aussi le climat. En général, ça diminue le réchauffement. Mais alors, ça, c'est les deux facteurs le plus importants. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Comment développe-t-on un système d'attribution rapide au Canada? Je sais que ce sont vos travaux actuellement. Expliquez-nous. Oui, c'est vrai. Alors, normalement, si un événement se produit, les chercheurs commencent à faire des études concernant cet événement, mais ça prend peut-être des mois, peut-être des années pour publier l'étude, pour arriver à une réponse. Mais les décideurs, la grand public, les médias veulent normalement une réponse beaucoup plus vite. Mm-hmm. Alors, quelques jours peut-être après l'événement. Et c'est pour répondre à ces questions beaucoup plus vite qu'on essaie de développer un système d'attribution rapide. Et oui, c'est correct. On a commencé à développer un système comme ça au Canada. Alors, les systèmes d'attribution des événements rapides existent dans les autres pays. Alors, ils sont en développement dans les autres pays. Mais oui, je pense que c'est important d'avoir un tel système ici pour répondre à ces questions plus vite. Oui, en fait, c'est une équipe de recherche, c'est votre équipe de recherche qui vont mener des simulations. Je suppose que vous avez des ordinateurs très, très puissants pour pouvoir justement faire ce type d'opération probabiliste, c'est ça? Oui, c'est vrai. Et oui, c'est
comme on a discuté, ça touche dans le domaine de la météorologie et aussi dans le domaine de la climatologie, et c'est une collaboration alors je travaille dans la division de recherche climatologique et on travaille aussi avec les gens qui s'occupent des prévisions météorologiques, les gens à Dorval, à Montréal, qui travaillent sur le développement de la système des prévisions météorologiques, parce que c'est important que on peut simuler les extrêmes canadiens très bien, mais c'est important aussi qu'on peut simuler l'influence des changements climatiques très bien. Oui. Est-ce que ça, on va voir apparaître peut-être ça dans notre page quand on va sur la page d'Environnement Canada et qu'on met notre ville pour avoir la météo d'aujourd'hui ou de la semaine qui s'en vient? Est-ce qu'un jour on peut imaginer qu'on pourrait voir la probabilité que, par exemple, une inondation, s'il y a une inondation, avoir ces informations sur cette même page destinée au grand public? Oui, alors un jour, ça c'est l'idée. Alors il y a beaucoup de recherches à faire pour arriver à ce bout, mais oui, ça c'est l'idée. Oui. Merci. Professeur Blanchet, comment la science de l'attribution peut-elle nous aider à mieux prévenir ou simuler les événements locaux? En d'autres mots, comment les chercheurs du Centre ESSER pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale pourraient s'en servir concrètement? Pour nous, c'est d'augmenter la résolution spatiale pour voir à l'échelle des villes et des régions. Avec le modèle régional, on arrive à des résolutions du kilomètre et sous-kilomètre, de façon à voir quelle est la réponse du milieu proche de l'humain, milieu environnant, aux réponses au forçage à grande échelle. Et ça, c'est une façon. Et l'autre façon, c'est de faire de l'observation. La science est composée de théorie et d'observation. En même temps qu'on fait des simulations, il faut faire des observations. On a développé à l'UQAM un instrument nouveau, le radiomètre infrarouge lointain, qui couvre des nouvelles bandes. 70% de la radiation thermique, la radiation qui vient de l'infrarouge, qui est notre effet de serre, n'était pas mesurée de l'espace. Maintenant, on est capable de le mesurer avec cet instrument, et on aura une campagne, une mission majeure avec la NASA qui est en préparation, EOS, qui va servir justement à mesurer, à vérifier les simulations et à améliorer la prévisibilité à court terme. Est-ce que ça pourrait être disponible pour le grand public? Est-ce qu'on pourrait avoir des... Tout à fait, tout à fait. En fait, l'Agence spatiale canadienne et la NASA ont des programmes présentement pour démocratiser les données. Même les outils qu'on utilise pour faire les analyses vont éventuellement être disponibles aux gens qui vont vouloir les utiliser. Oui, là, on parle de chercheurs plus que de grand public. Oui, mais l'interface peut être améliorée beaucoup pour faciliter l'usage. Maintenant, avec l'Internet, on peut faire des fenêtres conviviales qui permettent de poser des questions. Et les systèmes experts, les systèmes intelligents, maintenant, deviennent de plus en plus sophistiqués pour utiliser et faire une interface utile à l'usager. Entendu. Des scientifiques de l'Organisation météorologique mondiale ont émis des recommandations pour aider les scientifiques à mieux vulgariser le rôle de l'évolution du climat dans un événement météo récent à destination des médias. Il y a le message de ne pas tout mélanger qui date des années 90, mais la difficulté aussi pour le public de saisir les dessous scientifiques du réchauffement climatique. Les gens ne font pas toujours le lien entre un événement météorologique violent et les changements climatiques. Comment on peut justement changer la communication, Monsieur Guillet? Oui, ça c'est une bonne question. Alors, et je dois dire que ça dépend. Il y a quelques événements extrêmes qui ne sont pas. Alors, par exemple, les extrêmes de froid. Alors, ces événements deviennent moins probables à cause des changements climatiques. Alors, c'est important d'expliquer qu'il y a une influence humaine. Alors, l'influence humaine augmente la probabilité, la risque de quelques événements, mais ça diminue la risque de quelques autres événements comme les extrêmes de froid. Mais oui, c'est important pour que les gens comprennent bien l'influence, comprennent bien les changements climatiques et c'est l'influence des changements climatiques
lui-même. Mm-hmm. Et oui, si on peut dire que alors quelques jours après un événement que cet événement alors la risque d'un événement cet événement était doublé par les changements climatiques, par exemple. Mm-hmm. Ça aide les gens à comprendre l'influence des changements climatiques sur l'eux-mêmes. Oui, on comprend bien, c'est un enjeu de communication. Il y a aussi du côté du vocabulaire employé certains mots comme la notion d'incertitude qui n'est pas forcément la même pour le scientifique que pour le grand public. Il y a sûrement des questions et des termes à expliquer, à reformuler. Il y a aussi une question éminemment politique, parce que aborder les causes anthropiques de la perte de vie humaine ou de biens matériels, ça pourrait être vu comme un manque de sensibilité, non, professeur Blanchet, à la suite d'une catastrophe, si on disait simplement « Ah, ben c'est la faute du climat ». Non, je pense qu'il faut éviter ce piège. Vraiment, c'est l'humain qui est au cœur du problème, en fait, de la source et des conséquences. Oui. Et je pense qu'il faut s'y attarder énormément. Souvent, les gens pensent que le réchauffement climatique signifie que du réchauffement, qui va toujours faire plus chaud. En fait, il y a des extrêmes froids et chauds, particulièrement au Canada. Et c'est contre-intuitif pour le public. Ils vont probablement les gens croire que si on a une période de froid, que c'est contre le changement climatique. En fait, c'est l'énergie de l'atmosphère qui augmente en amplitude et qui fait qu'on a des événements extrêmes. C'est justement la rencontre de l'air très froid avec de l'air très chaud qui est modulé par l'action humaine dans les deux sens, qui fait ces changements importants. Et presque tous les événements qu'on observe sont liés à des fluctuations de température assez élevées. Donc, il faut qu'on passe le message de comment est notre atmosphère, notre environnement. On habite maintenant une grande maison, la Terre, et on ne connaît pas encore complètement sa réponse. C'est comme si, quand on a une maison nouvelle, on doit attendre au moins une année pour comprendre comment elle se comporte durant la saison. On est présentement en train de découvrir comment notre planète se comporte face à nos comportements, à nous, d'émissions et d'interaction avec l'atmosphère et l'environnement. Oui, c'est une belle conclusion. Merci. On était en compagnie de Jean-Pierre Blanchet, le directeur du Centre ESSER pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale de l'UQAM, vous venez de l'entendre, et de Nathan Guillette, chercheur au Centre canadien de la modélisation et de l'analyse climatique à Environnement et Changement climatique Canada. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, tout comme à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Nous avons des rediffusions cette semaine, le jeudi. Vous pouvez aller aussi sur le site de l'agence Science Presse. L'émission a une page, visitez-la. Si vous avez aimé cette émission, bien sûr, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une très bonne semaine. Portez-vous bien. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique